Alors on en est à notre 5e édition et l'idée de ces sommets depuis qu'on les a initiés, c'est de créer des passerelles entre des mondes que nous on connaît bien mais qui ne se connaissent pas forcément toujours entre eux, qui sont le monde de la politique et le monde de l'économie. À chaque fois que nous faisons un numéro un petit peu fourni sur la Chine, on a des bonnes ventes. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Vendredi 30 mai, nous nous sommes rendus dans les locaux du magazine Challenge, où Vincent Beaufils, son directeur de la rédaction, nous a accordé une interview. Il nous a présenté le 5e sommet de l'économie, un événement Challenge qui se déroulera les 6 et 7 décembre au Palais de Tokyo à Paris, avec son thème, ses principaux intervenants et ses tables rondes. Il nous a aussi parlé d'un numéro spécial sur la Chine, publié fin novembre. Ce numéro spécial s'intitule « Chine, l'Empire attaque ». On s'efforce de faire en sorte que quand ils se rencontrent, généralement, ils se rencontrent sur ces sujets difficiles, derrière des portes fermées. Là, on les met à la tribune du sommet de l'économie. Et beaucoup de nos tables rondes sont plutôt des débats entre deux personnes, un politique et un chef d'entreprise. Alors maintenant, pour la partie du choix du thème Réconcilier la France, il nous a semblé que dans la phase de transformation qu'on connaît depuis la présidence d'Emmanuel Macron, eh bien, il y a des réformes qui passent et des réformes qui passent pas. Il y a une partie de la France qui est prête à accepter cette transformation, d'autres qui s'y refusent. Et c'est très frappant de voir que nous avons décidé, il y a près de 6 mois cette thématique, et que le sommet va avoir lieu la semaine même où en France, cette forme de révolte qui est connue pour celle des Gilets jaunes, se développe dans la rue, un petit peu contre les élites. Et cette idée qu'on avait, c'est effectivement, là encore, de créer des ponts entre la société et les élites, que ce soit de la politique ou du monde des affaires. Il y a bien entendu des hommes politiques, comme je le disais, on va faire un débat sur l'Europe entre Laurent Wauquiez, le chef de l'opposition du Parti Les Républicains, et puis Pierre Moscovici, qui est le commissaire socialiste à Bruxelles sur est-ce que l'Europe est un problème ou une solution. Mais il y a presque la moitié des patrons du CAC 40, notre indice phare, qui sont là. Je pourrais tous les citer, depuis le patron de Total jusqu'à celui des gens de la technologie, Stéphane Richard, le patron d'Orange, Paul Hermelin, celui de Capgemini, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, mais aussi des gens qui sont inattendus, toujours dans l'idée de favoriser le débat. Par exemple, avec le banquier Frédéric Oudéa de la Société Générale, on a fait venir un évêque parce que le Vatican critique beaucoup la finance. En face d'Antoine Frérot, PDG de Veolia et de l'Institut de l'entreprise, nous allons faire venir Cécile Duflot, qui est la patronne de l'ONG Oxfam, qui remet en cause la politique de dividendes des grandes entreprises mondiales. Dernier exemple, Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, dialoguera avec Pascal Canfin, qui est le représentant en France de WWF, le principal organisation ONG écologiste. Pourquoi avoir invité un groupe chinois à parler de la place de la France dans la planète digitale? C'est un peu paradoxal. Parce que ça nous semblait intéressant d'avoir sur ce sujet de la fracture digitale, vous savez, on appelle ça en France, entre des gens qui sont à l'aise avec l'outil numérique et ceux qui ne sont pas à l'aise, l'avis d'un grand constructeur international. Huawei est le numéro 2 mondial des smartphones, et ça nous semblait original, plutôt que de faire venir un sociologue, d'avoir l'avis de quelqu'un qui sait comment sont les usages au niveau planétaire des nouveaux outils technologiques. Et puis, il y avait un aspect qui nous a plu, c'est que dans une des initiatives que Huawei en France, il y a un programme start-up qu'ils ont lancé, que leur filiale française a lancé, et qu'ils ont lancé un petit peu comme nous. On est passionnés par le phénomène start-up nous aussi, et notre premier sommet des start-up qu'on a fait en dehors de Paris, il était à Lille, dans cet incubateur très célèbre en France qui s'appelle Aura Technologies. Eh bien, figurez-vous que, curieusement, l'initiative de Huawei
pour ouvrir au marché chinois des startups françaises s'est fait également à Lille, à Euratechnologies. Est-ce que vous pourriez rappeler brièvement l'histoire de Challenge ? Alors Challenge est un hebdomadaire économique depuis 2005. C'est à ce moment-là on l'a transformé en hebdomadaire. Avant c'était un mensuel. Et depuis qu'il est devenu hebdomadaire, ça a tout changé pour notre image. On est devenu une forme de magazine de référence. Nous sommes maintenant les seuls. Et si vous prenez Challenge, on vend à peu près 200 000 exemplaires en France. Ça fait de Challenge le magazine hebdomadaire qui a la plus forte puissance sur son territoire domestique. The Economist, très connu dans le monde entier, ne vend que 170 000 exemplaires en Grande-Bretagne. Wirtschaftswoche, en Allemagne, 180 000 exemplaires. Donc on est assez content, parce que nous sommes limités au territoire francophone, d'avoir acquis cette position. On se dit que de manière très régulière, et notamment compte tenu des succès chinois récents, c'était un bon moment pour le faire. En plus de l'actualité internationale, les difficultés que la Chine a avec, par exemple, Donald Trump, fait qu'il y a de l'intérêt sur la puissance chinoise, la manière dont les Chinois sont en train de prendre des places en Afrique, qui était un territoire plutôt français, est aussi une source d'intérêt. Mais quand on va même plus loin, parce qu'on peut se demander pourquoi on l'a titré avec ce choix de dire l'Empire attaque. Je vais le feuilleter avec vous. On regarde sur des industries sur lesquelles nous sommes forts. Je commence par l'énergie. Eh bien, l'énergie, on a développé ensemble le développement de l'énergie nucléaire. Alors, il y a des rapports entre EDF, notre grande société nationale, et la China General Nuclear Power Corp. Et on se rend compte que, en réalité, les Chinois ont avancé presque plus vite que EDF sur le sujet, notamment par exemple avec cet EPR, cette centrale nucléaire qui a été reliée au réseau chinois bien avant que notre EPR à Flamanville en France puisse l'être. Vous avez trouvé en Chine la capacité de développer des EPR beaucoup plus rapidement et beaucoup plus économiquement qu'EDF. Et pourquoi est-ce qu'effectivement ce succès peut nous inquiéter? C'est que la China General Nuclear Power Corp travaille avec EDF en Grande-Bretagne. Ils sont ensemble sur le développement toujours d'un EPR à Hinkley Point. Il va y avoir un deuxième puis un troisième projet. Et on sent très bien que les Chinois aspirent à prendre la maîtrise des projets suivants et bien entendu de faire ce qu'ils ont très bien réussi, par exemple, dans le transport ferroviaire. Deuxième exemple, je continue de lire le journal. Deuxième exemple, le transport ferroviaire, c'est une des grandes puissances françaises depuis longtemps. La France a exporté, grâce à Alstom, des trains, des TGV dans le monde entier, en Corée. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis le début 2016, en réalité, tous les grands appels d'offres, notamment aux États-Unis, ont été gagnés par les Chinois qui ont fait une joint venture aux dépens d'Alstom. Et donc, forcément, les gens d'Alstom se disent, mais jusqu'à quand la puissance chinoise va nous passer devant? Mais peut-être que c'est parce que la puissance chinoise a réussi effectivement à offrir des solutions meilleur marché et mieux financées. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et troisième exemple, je continue le feuilletage du journal et je m'arrêterai là. On parle de voitures électriques. Vous savez que nous avons été, grâce à Renault, en association avec Nissan, sans doute les premiers à développer de manière massive les véhicules électriques pour tous les conducteurs. Je ne parle pas de l'expérience de Tesla qui est très très unique. Mais savez-vous combien il y a de constructeurs en Chine qui ont demandé une licence pour les voitures électriques? Une centaine. Ça donne la dimension des ambitions chinoises également sur ce domaine. Ils sont combien en France alors?
eh bien, ils sont en France. Il y a Renault que j'évoquais, bien sûr, les constructeurs Peugeot travaillent là-dessus. Et puis, il y a quelques petits constructeurs ici ou là qui travaillent sur l'électrique et les voitures autonomes. Mais ça n'a rien de cette espèce d'intérêt massif pour la voiture électrique. Mais on comprend aussi que la Chine soit passionnée par ça, parce que pour elle, c'est une question vitale pour effectivement lutter contre la pollution des grandes villes. Qu'en est-il de la construction navale chinoise? Sur la construction navale chinoise, je ne peux simplement que vous dire le titre que l'on a fait, mais ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. Naval et militaire, un rattrapage vertigineux. Et en fait, c'est ça qui explique le fait qu'on titre sur la une « L'Empire attaque ». C'est que la manière dont la Chine s'empare des sujets, progresse sur ces sujets et à un moment donné supplante des domaines qui sont des domaines d'excellence de la France, fait que on est à la fois admiratif, jaloux et un peu inquiet.